Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur des principes d'un manifeste libertarien bien particulier. On va le décortiquer ensemble pour vraiment comprendre comment il propose de bâtir une société en partant de zéro, depuis sa brique la plus fondamentale. Alors, voilà notre programme. On va assembler cette philosophie pièce par pièce. On commence par le socle, l'élément de base, et puis on va monter, cran par cran, pour voir jusqu'où ces idées nous mènent, quelles sont leurs implications les plus profondes. Cette citation de Thomas Sowell, elle est intéressante. Même si elle vise le manifeste communiste, elle nous rappelle quelque chose d'important pour n'importe quel grand texte fondateur. Il faut toujours regarder au-delà de qui l'a écrit pour se concentrer sur la substance des idées. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Pour ce manifeste, le point de départ, c'est simple. Tout, absolument tout, commence avec l'individu. C'est la pierre angulaire de tout l'édifice philosophique. Et ça, c'est vraiment le point central. Ce principe établit la primauté de l'individu. Concrètement, ça veut dire qu'aucun intérêt collectif, aucune idée de bien commun ne peut justifier de sacrifier la volonté d'une seule personne. La société est vue comme étant au service de l'individu et jamais l'inverse. Ensuite, on a le concept de droit naturel. Pour le manifeste, c'est quelque chose d'universel. Ça préexiste à n'importe quel État, à n'importe quelle organisation. Ce n'est pas un droit qu'on nous donne, qu'on nous accorde, c'est un droit qu'on a tout simplement parce qu'on est humain. Ok, donc la base, c'est l'individu et son droit naturel. C'est posé. Maintenant, voyons un peu la mécanique qui fait tourner tout ça. Il y a 3 concepts clés qui fonctionnent ensemble. La liberté, la responsabilité et la propriété. Alors, c'est important de bien comprendre ça. La liberté, dans cette optique, ce n'est pas le droit de faire n'importe quoi, n'importe comment. C'est un droit qui repose sur un consentement mutuel. En gros, ma liberté d'action s'arrête pile là où commence celle des autres. Et voilà l'autre idée centrale. Pas de liberté sans responsabilité. Ce sont vraiment les 2 faces de la même pièce. Le droit d'agir librement vient avec le devoir d'assumer, de répondre de ses propres actes. L'un ne va pas sans l'autre. La propriété, ici, ce n'est donc pas juste une question de possession, d'avoir des choses, c'est avant tout un mécanisme social. C'est ce qui rend la liberté concrète, tangible. Et c'est aussi l'outil qui permet de résoudre les conflits en définissant clairement les limites de chacun. Et le manifeste, il n'y va pas par 4 chemins. Pour lui, c'est clair. Sans propriété, il n'y a pas de liberté réelle, juste une dépendance. La propriété n'est pas un luxe, elle est vue comme le rempart essentiel, l'ultime protection contre l'asservissement. Bon, on a l'individu, on a les outils, liberté, responsabilité, propriété. Maintenant, comment est-ce que tout ce monde interagit de manière pacifique ? Eh bien, le manifeste définit des règles du jeu très claires. Ces 4 principes, c'est une sorte de code de conduite. L'idée de fond, c'est que la force est illégitime. Toutes les interactions, absolument toutes, doivent être volontaires. Le mot-clé, la clé de voûte de toutes les relations sociales, c'est le consentement. Et cette citation d'Asimov, elle résume ça à la perfection, non ? Elle renforce cette priorité absolue que le manifeste accorde aux solutions pacifiques, aux accords volontaires, plutôt qu'à n'importe quelle forme de coercition. Alors, la grande question, comment est-ce que ces principes, qui sont très individuels, peuvent s'agréger pour créer une société qui non seulement fonctionne, mais qui aussi prospère ? Le processus, en fait, est vu comme assez simple, en 3 temps. D'abord, des individus agissent et produisent. Ensuite, ils échangent librement ce qu'ils ont produit, de manière volontaire, pour un bénéfice mutuel. Et de ces millions d'échanges, un ordre émerge tout seul, spontanément, le marché libre. L'idée ici, ce n'est pas du tout un système planifié d'en haut. Au contraire, le marché libre est vu comme un processus d'information quasi organique, incroyablement efficace, qui coordonne les actions de millions de personnes sans qu'une autorité centrale n'ait à le dire. Et on arrive à la dernière partie. Et là, c'est sans doute la plus provocatrice. On va se concentrer sur les 4 conséquences majeures qui découleraient de l'application stricte jusqu'au bout de tous ces principes. Allez, première conséquence. C'est une implication directe de tout ce qu'on vient de voir. Et c'est qu'il ne peut y avoir aucune classe statutaire. Si tous les individus sont égaux dans leurs droits naturels, alors personne, absolument personne, ne peut avoir un statut juridique spécial qui lui donne autorité sur les autres. La loi doit être la même pour tous, sans exception. Deuxième point, qui est une suite logique du premier, la propriété devient la norme. Ce n'est plus juste un concept philosophique, ça devient l'outil pratique, l'outil du quotidien qui délimite l'espace de liberté de chacun. C'est ce qui transforme un principe abstrait en une règle concrète pour la vie de tous les jours. Et on arrive aux 2 dernières conséquences, les plus radicales. Que deviennent alors les fonctions qu'on associe habituellement à l'État ? La police, la justice, la défense. Pour ce manifeste, ces fonctions vitales ne sont plus des monopoles d'État. Ce sont des services. Des services qui doivent opérer selon les mêmes règles que tout le monde, sans privilège, et être financés volontairement, par contrat comme n'importe quelle autre entreprise. On va se quitter avec cette question.
Elle est vraiment là pour faire réfléchir. Si on pousse la logique jusqu'au bout, si la justice, la défense, la loi étaient toutes basées sur des accords volontaires, à quoi ressemblerait vraiment une telle société? C'est une pensée qui, qu'on soit d'accord ou non, mérite d'être explorée.